Hello à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission quotidienne. Il est un petit peu plus de 23h, 10 minutes de temps additionnel dans la rencontre entre l'Écosse et la Hongrie, d'où ce léger retard. On est toujours avec la même team. Zal nous a quittés tout à l'heure malheureusement, mais on le reverra évidemment dans les émissions à Paris lorsque nous serons de retour en terre française. Ouais, c'était plutôt cool ce petit foot, ouais. Ce bruit. C'était cool, ça a permis de jouer un peu avec Zalou. Ouais. Bah ouais, carrément. Il nous a montré 2-3 axels dont il a le secret. Oui, et puis voilà quoi. Une conduite de balle souvent chaloupée, mais lui seul à ce style de jeu youth est avec nous avec un maillot canadien ce soir. Écoute, ouais, bon, on tente des choses. Hein. Ouais. Il est horrible. Ouais, bah sympa. Maillot noir, ça fait toujours le taf. Pour la bonne et simple raison que c'est dans le groupe de l'Argentine. Oui, bon, ça va, j'ai 2 maillots de l'Argentine, ça va. Ouais, mais que j'en ramène un troisième, c'est ça. Ça va, ils les ont joués, ils les ont déjà battus en vrai, donc ça va, ça passe. C'est vrai, t'as raison. Et Scipion est avec nous, l'homme qui collectionnait les cartes, mais un homme que j'ai dépassé aujourd'hui. Il a fait que ça aujourd'hui, il ouvrait que des cartes. Pour vous dire, depuis le début, je suis celui de la team. Moi, j'ai toujours fait les albums Panini, j'adore ça depuis la Coupe du Monde 22 et maintenant avec Tops, bah voilà, je m'y suis mis aussi. Et j'avais commencé et tout, et je suis parti faire une sieste de 3 heures et je suis revenu. En fait, il y avait des piles et des piles de cartes. J'ai vu l'album de Kanto, il m'a clairement cartonné. Ah ouais, Kanto, il a passé sa journée à faire ça. Bah, Bruce, je pense qu'aujourd'hui, il a dû ouvrir, je sais pas, entre 150 et 200 paquets, un truc comme ça. On a la chance d'en avoir, c'est vrai que c'est kiffant. Bah non, mais je voyais que tu kiffais, tu voulais remplir ton album. Moi je colle, moi je suis content. On en profitait pendant que l'autre il faisait c'est même plus une sieste, il a dormi 3 heures, il a fait sa nuit. Ça lui apprendra. Je me suis réveillé, il y avait du chantier dans les absents toujours tort, qui part à la chasse perd sa place. Alors il faut savoir que Pono nous a tout niqué à l'appartement. Pono tout à l'heure il a voulu faire le fou, il a arraché une prise, on n'a plus de courant en haut, donc là on a dû faire tirer des câbles d'en haut pour râler au premier étage. C'est vrai en plus. C'est ça. Voilà, il y a des câbles qui sont tirés d'absolument partout dans la maison, c'est le bordel. Notre chambre est en bas, je me suis réveillé, il y avait des câbles, c'était une jungle quoi, c'était n'importe quoi, ça avait aucun sens. Exactement. Ce mec, merci Jean. Franchement, heureusement que ça se termine, il ne nous reste plus que 3 jours. Parce qu'honnêtement, tu fais le bilan dans une semaine, 100%, il s'est passé 2-3 autres dingueries. Exactement. Il y a une inondation, il n'y a plus rien qui va. Il y avait une caution. Ben je pense, mais tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait la poignée de la porte, la poignée de la porte de la salle de bain qui tient guère. Hein. À ce jour, je déjà, elle est comme ça depuis le début. Ah, elle est comme ça depuis le début. Et le truc là qu'on est censé, le store. C'est pas depuis le début ça. Non. On va se dépêcher de partir. Après, un prix pareil, il peut bien avoir 2-3 dommages. D'autant plus que il faut préciser que dans notre salle de bain, il y a un petit truc pour tirer le store, mais il n'y a pas de store, il n'y a pas de volet. Ouais. Donc il y a du monde au balcon. Et le pire, c'est que juste en face de nous, il doit y avoir une dizaine d'appartements. Donc quand on se lave à poil, en fait il y a 10 appartements qui peuvent nous filmer. Et en fonction de qui va se toucher, il y a plus ou moins de monde au balcon en face. Bon. Exactement. Moi ça m'est déjà arrivé de voir des gens à la fenêtre et me retrouver tout nu, faire oh merde, voilà, on va passer pour des fous complets dans cette barre. Quelqu'un qui faisait le jardin, qui arrosait les plantes tout à l'heure. Bon, okay. Bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, tu vas m'arrêter là. Non, on va s'arrêter là, Bruce, parce que il est l'heure de notre première chronique de la journée, c'est le point bleu, Jiggle. Ah. Mais avant ça, on vous rappelle qu'on est accompagné comme d'habitude par notre grand partenaire fidèle de toujours, Winamax, qui comme d'habitude vous propose un premier dépôt doublé en pari gratuit jusqu'à 100 €. Vous pouvez même avoir 10 € de bonus supplémentaires grâce au code ORGE10, dépôt minimum par carte bancaire à hauteur de 15 €. Et enfin, on vous rappelle que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Vous avez un numéro qui s'affiche à l'écran si vous sentez que vous perdez le contrôle et que vous avez besoin de vous faire aider. Quoi, ça dit des choses marrantes dans le chat? Non, 2-3 petites choses. Ok, bon messieurs, on commence ce point bleu avec peut-être la grosse information de cette première journée. Kylian Mbappé, Bruce,
Bruce a un nouveau masque de protection. On apprend qu'il y a des lanières speed. Cet abruti, il dit je vais le lire, mais faut pas rigoler. Putain, t'es le pire, toi. Et l'autre, il gaulerie, l'autre. On apprend qu'il y a des lanières speedo à l'arrière et qu'il a même des aérations au niveau du front. Et pour l'aérodynamisme aussi, c'est comme les turbos de Formule 1, il y a un truc pour qu'il aille encore un peu plus vite avec l'air et tout. Ouais, exactement. Donc voilà, les fibres de carbone, ça aide. Hein. Ouais, non, mais des informations qui, Bruce, elle nous donne une indication. Ça travaille bien dans le staff de l'équipe de France. Ça travaille bien, puis en plus il y a une petite opposition face à Paderborn où ils avaient mélangé les équipes, il avait marqué, donc il a l'air déjà à l'aise avec son masque. Non, mais en vrai, blague à part, on verra de toute façon. Mais c'est vrai que ça risque de le gêner un peu, puis il y aura peut-être un peu d'appréhension. Donc voilà, mais bon, on aura besoin de lui de toute façon quand on voit l'attaque. Quoi qu'il arrive, même si c'est Mbappé qui n'est pas complètement à 100%, bon, il nous fera plus de bien que l'inverse. Donc voilà, il faudra compter sur ça. Puis on verra ce que le masque donne. Ça a dû bien bosser dessus quand même. Oui, bah écoute, on verra. En tout cas, on a eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui, Scipion. Kingsley Coman a été un petit peu touché à un mollet, il s'est réentraîné, mais on a quand même une petite incertitude autour de son cas. Ouais, exactement. C'est vrai que déjà, il est arrivé comme Tchouaméni blessé au premier rassemblement des Bleus. On l'a vu entrer contre les Pays-Bas quelques minutes, pas pu se mettre forcément en action. Mais ce qui est regrettable pour lui, c'est que contre la Pologne, on se doutait que voilà, Deschamps pourrait être enfin tenté de changer les choses en attaque et qu'il postulait à une place de titulaire. Donc là, pour lui, c'est peut-être une place qui va se rater, mais c'est une opportunité pour d'autres, peut-être pour Colomani, Barcola qui pourrait changer de côté. Donc à voir comment Didier Deschamps va réorganiser ça. Mais voilà, on a hâte de voir mardi la compo. Quelle certitude sont confortés, et voilà, si Dembélé, Thuram sortent. Ousmane Dembélé est contesté, Scipion vient d'en parler. C'est un cas qui fait un petit peu débat aujourd'hui au sein de l'équipe de France. Ces deux premières rencontres ne sont pas d'une facture immense. On est en train de se poser des questions parce qu'il ne faut pas remettre en cause le statut de titulaire indiscutable d'Ousmane Dembélé pour finalement proposer un autre profil. Kingsley Coman, malheureusement, c'est un petit peu blessé. On a du mal à le voir partir titulaire face à la Pologne. Mais pourquoi pas essayer par exemple Bradley Barcola côté droit? Ouais, non, c'est clair. C'est l'information, je pense que l'information principale, c'est le fait que Coman soit blessé, parce que c'est vrai que Dembélé, comme tu le dis, ne donne pas forcément satisfaction sur ces deux premiers matchs. Il y a un espèce de vent qui demande, je vois sur les réseaux sociaux depuis les deux premiers matchs, il y a quand même beaucoup de gens qui réclament Barcola. En vrai, je pense que ça peut être une bonne idée parce que pour le coup, au-delà de son profil qui est intéressant, il peut amener peut-être ce grain de folie qui parfois peut débloquer des choses. J'ai vu passer le parallèle avec Ribéry en 2006, ça me paraît assez pertinent, même si effectivement il a un statut assez différent, mais ça peut être ce jeune insouciant qui donne un coup de fouet dans cette attaque qu'on a peut-être un peu besoin. Donc concrètement, Dembélé, il n'est pas assez bon, donc il doit être remis en question, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, remis en question, ça veut dire quoi? Donner un peu de temps de jeu à Barcola, tester, le faire sortir un peu plus tôt. En tout cas, il y a des pistes sur le banc. Donc, je suis défenseur de la solution Barcola, personnellement. Et Bruce, il y a une autre alternative qui s'appelle Randal Colomani. On sait que Didier Deschamps l'a pris de base pour être peut-être une solution sur cette aile droite. Ouais, et puis en équipe de France, il a quand même fait des bonnes choses, tout n'est pas acheté, donc ça peut être une alternative aussi. C'est vrai que Dembélé, et ça date même pas que de l'Euro, hein, ça fait un petit moment en équipe de France où offensivement, honnêtement, il n'apporte pas beaucoup. Alors oui, on a souvent loué son travail défensif, c'est un fait. Après, là, par exemple, sur le dernier match, on avait quand même plus de milieu de terrain, donc on se disait c'est peut-être un match pour lui, tu vois, peut-être être un peu plus concerné offensivement, il aurait peut-être un peu moins de taf défensif. Et force est de constater que sur ses prises de balles, des fois il élimine et derrière il pousse trop la balle, sort en 6 mètres, des passes qui sont pas hyper compliquées, qui partent direct en 6 mètres. Il y a trop de déchets à ce niveau-là, donc honnêtement, tu es trop frustré en sachant que à haut niveau et plus le temps va avancer et les tours vont avancer, bah, tu auras de moins en moins d'opportunités. Donc il faut saisir ces petits moments-là. Et avec lui, bah, tu sais qu'en général, il lui en faut plusieurs avant que ça se concrétise vraiment. Donc, moi, sincèrement, ça fait un petit moment aussi que je milite pour voir autre chose. Bon, Coman, il a beaucoup de pépins, donc voilà. Mais moi, c'est Barcola que j'aimerais voir un peu comme tout le monde. De toute façon, on y perd quoi à le tester, puisque de toute façon, Dembélé, ça va pas pour le moment. Donc, autant essayer autre chose. Hein. Ça sera pas pire, je pense. Et on peut avoir même une bonne surprise. Donc, voilà, Barcola, c'est un joueur qui n'a pas froid aux yeux. On l'a vu en Ligue des Champions, on l'a vu au PSG. C'est quelqu'un qui peut faire des différences énormes et qui, lui, dans la surface, tu vois, trouve toujours le moyen, techniquement, même dans les petits espaces, de faire quelque chose. Lui, il a ce truc-là. Donc, moi, je t'avoue que j'ai envie de voir autre chose. Et en tout cas, bah, sur ce troisième match, on risque de voir autre chose. Et peut-être que ça peut bousculer un peu la hiérarchie, ouais. Scipion, Didier Deschamps n'a pas eu
envie de faire confiance quelque part à Bradley Barcola lors de la première rencontre. 0 minutes face à l'Autriche. Il a presque eu envie de lui faire confiance dans la deuxième parce qu'il s'est longuement échauffé. Il devait rentrer dans les 5 dernières minutes de temps de jeu réglementaire, mais finalement, il n'est pas rentré. Est-ce que c'est pas le moment idéal pour Didier Deschamps de lancer sur le devant de la scène Bradley Barcola et de voir si oui ou non c'est un joueur sur lequel il pourra compter dans les moments clés de cette compétition? Forcément, cette question du temps de jeu de Bradley Barcola est cruciale. Autant le premier match contre l'Autriche, si tu le fais pas rentrer, comme voilà, c'est le lancement de la compétition, tout ça, je peux le comprendre, mais les Pays-Bas, nous avec Bruce, on l'a vu, enfiler son maillot et tout, on se disait tiens, il va être prêt, et voilà, au moins se tester quelques minutes, mais bon, je pense que là, il y avait vraiment cette volonté de conserver le point à la fin. Mais oui, très clairement, s'il démarre titulaire contre la Pologne, faut pas oublier quoi, c'est sa grande première dans un grand match international. On a vu ses débuts avec les Bleus contre le Luxembourg, c'était très performant, très intéressant, et en fait, c'est dans la droite lignée de ce qu'il s'est fait avec le Paris Saint-Germain. Bruce, à l'instant, a résumé ses qualités. On a besoin de ça à la fin d'un joueur qui sait prendre la profondeur, mais qui vraiment adore ce côté percutant. Mais aussi, ce que j'adore avec Barcola, c'est ces fameux démarrages où en petit espace, il peut déposer le mec et récupérer sur les 2-3 mètres après le ballon. Enfin, vraiment, c'est un joueur qui a des qualités athlétiques assez intéressantes. Et j'espère d'ailleurs qu'il va le garder parce que tu sais, on parle souvent de la musculation de ce type de joueur comme Mbappé, il a pu l'avoir, comme Mohamed Salah, et qui perd justement de cette explosivité. Barcola, j'aimerais qu'il garde beaucoup ça. Voilà, c'est un joueur qui a 18 mois, il était 4e, 5e choix dans la hiérarchie des attaquants de l'OL. Il a connu une ascension express. Et You, ça paraît du parallèle avec Ribéry, il me paraît plutôt pertinent. Maintenant, ça y est, il faut le lancer, il faut le voir enfin en action. Et c'est vrai contre une Pologne déjà éliminée, il y a quand même une pression. Je trouve que le contexte est vraiment idéal. Il y a un match à Dortmund, on a envie de voir des Bleus un peu plus avec de l'audace, même si je trouve que dans les intentions il y a eu du bon, c'est juste à la finition. Mais un Barcola, il peut te résoudre pas mal le problème. Ouais. Après, le truc, c'est que si jamais il conserve ce système avec Rabiot à gauche, ça aussi, ça peut bousculer un peu les choses d'une certaine manière. Donc, ouais, sur ses choix, on en verra. 2006, pour anecdote, Ribéry il est titularisé lors du 3e match de poule. Donc, contre le Togo, ouais. Contre le Togo. Ah, alors peut-être. Des bons petits parallèles. Et on connaît la suite évidemment. Il a su saisir l'opportunité et gagner sa place dans cet effectif Fuse. Qu'est-ce qu'on fait pour Didier Deschamps? On joue face à une équipe de Pologne qui n'a pas montré grand-chose depuis le début de la compétition. Ouais, c'est G avec beaucoup de prouesses. Ouais. Mais est-ce qu'on envoie une équipe de remplaçants, en sachant que les remplaçants ont tout à fait les moyens de venir à bout de cette équipe polonaise, ou est-ce qu'on continue à essayer de faire travailler les titulaires? Malgré tout, on sent quand même qu'il va falloir peut-être faire souffler notamment N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, qui ont beaucoup travaillé depuis le début de la compétition. Ouais, je le vois bien les faire souffler au début. Et pourquoi pas, selon le scénario du match, selon comment ça se déroule, selon le déroulement, faire des changements qui vont bien. Mais effectivement, je pense que ça peut être pertinent, sachant que voilà, tu as fait 4 points, sauf catastrophe, tu es qualifié. Enfin, je crois que tu es même qualifié parce qu'il me semble que tu as d'ores et déjà des 3e qui sont là. Ouais. Donc au pire, tu seras meilleur 3e, mais je ne crois même pas à ce scénario. Donc effectivement, le contexte est bon pour reposer les cadres avant un enchaînement, 8e, quart, demi. Clairement, ouais, Kanté, mieux vaut le reposer, Rabiot aussi. Tu as des joueurs comme ça qui sont déterminants et qui se sont clairement installés et tu les vois plus bouger de ce 11. Il faut effectivement faire tourner un peu, je pense. Bruce, tu es sélectionneur de l'équipe de France. Quel choix tu fais pour ce match face à la Pologne, en sachant, et on le rappelle encore une fois, que l'équipe de France doit gagner malgré tout pour aller chercher cette première place, doit gagner peut-être même avec quelques buts d'écart si les Pays-Bas s'imposent à côté, notamment. Mais l'équipe de France n'est pas non plus dans l'obligation de gagner parce qu'il y a un cas où l'Autriche peut arriver à faire le travail. Il y a un cas où il peut y avoir des matchs nuls à côté. Ouais, c'est un peu piège qu'il faut quand même sécuriser cette première place, comme tu l'as dit. Moi, personnellement, c'est plus devant, comme je l'ai dit. Je testerai sûrement Barcola, voilà, à la place de Dembélé, par exemple. Et après, assez d'accord avec ce que vous avez dit, Rabiot, on le sait qu'il a commencé le tournoi où il était un peu juste physiquement, donc je le ferai souffler personnellement, parce qu'on a compris que c'était un élément indispensable. Et N'Golo Kanté, j'avoue que ça me ferait hésiter aussi. Bon, on sait que c'est quelqu'un qui a 14 poumons et qui, pour le coup, lui est arrivé bien. Tu vois, c'est pas comme Rabiot. Donc, tu peux peut-être le faire commencer, mais en tout cas, le faire sortir peut-être à la 60e, parce qu'on sait jamais, tu vois. Un pépin, et si lui, il est pas là, vu son début de tournoi, derrière, on va pleurer. Donc voilà. Il y a après, derrière, peut-être faire souffler aussi Théo. Allez, peut-être mettre Ferland. Ok. Allez, parce que Théo Hernandez, c'est quand même un joueur qu'il faut qu'il soit très bien physiquement pour qu'il nous apporte tout offensivement. Donc, vas-y, je te ferai 3-4 changements comme ça. Et je pense qu'avec une équipe comme ça, normalement censé faire le taf contre la Pologne, même si on a rarement des matchs faciles au final, mais même avec le 11 type, je pense que ça serait pas forcément beaucoup mieux pour ça. Donc voilà, mais pour éviter quand même certaines blessures, parce que là, ça pourrait nous faire très mal.
Scipion, d'accord avec Bruce ou quelques changements supplémentaires pour toi? Moi, je vais te dire le 11 que j'aimerais bien voir. Je pense que ça pourrait être sympa. On peut y aller. Maignan dans les buts, à gauche Ferland Mendy. La défense, je continue parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'automatique. Il faut qu'ils continuent à travailler. Koundé, c'est quand même très intéressant, même si peut-être avoir un penchant un peu plus offensif avec Klose, ça pourrait être intéressant. Ouais, mais c'est bien qu'ils prennent confiance aussi. Exactement, Koundé est sur une très belle lancée, je pense que c'est pas mal. Double pivot, Tchouaméni, Fofana, époque Monaco. Griezmann qui reste parce que c'est indispensable. Et puis, faut qu'il reprenne peut-être avoir un petit déclic aussi pour lui. Et en attaque, je mettrais bien Barcola, Giroud et Colomwani si Coman n'est pas rétabli. Ok, bah écoutez messieurs, c'est la fin de quoi gagner avec une équipe comme ça, non parce que bah non mais c'est ça, non mais parce que c'est ça le point le plus important. N'importe quel 11 tu mets de l'équipe de France, c'est censé gagner contre la Pologne. Tu vois, parce qu'on est en train de dire qu'on veut des changements dans le chat, ça dit ouais mais faut finir premier. Oui, non, mais... Désolé, même avec des changements, tu es normalement en capacité de battre la Pologne, ce qui est quand même une des équipes les plus faibles. Est-ce qu'il y a un monde où il commence pas? Moi, je vous pose la question. Ou est-ce que ça va jouer safe et ça va même pas le faire jouer? Bah là, Scipion, par exemple, dans sa compo, n'a pas mis Kylian Mbappé, si tu dis pas de bêtises. Après, ça a tout dans son état, mais tu vois, tu fais reposer Théo. En vrai, j'ai presque envie de reposer totalement ce couloir gauche. Comme c'est un des atouts de l'équipe de France, on l'a vu contre l'Autriche. Mbappé titulaire selon plusieurs médias, là, il y en a y mettre. Moi, je pense que parce que ça serait quand même compliqué, je trouve, de l'aligner sur un match direct en 8e comme ça. Moi, je pense qu'il faut un test avant. Bruce, il faut qu'il se rassure en fait, tu vois ce que je veux dire? J'ai même envie de te dire, on connaît Kylian Mbappé, on sait qu'il y a des enjeux, des distinctions individuelles également. Il est en retard là. Il est en retard. Il n'a jamais marqué un euro encore. Il n'a pas encore marqué de but depuis le début de la compétition. Est-ce que Kylian Mbappé se dit pas aussi on joue la Pologne, c'est peut-être l'occasion d'en planter deux et d'égaliser avec les meilleurs buteurs de la compétition que sont Füllkrug, Musiala, Schranz, etc. Surtout comme tu l'as dit, il n'y a pas d'avance à droite à gauche, donc contre la Pologne ça peut être l'idéal pour lui pour se mettre en confiance et se rassurer vis-à-vis de son masque. On l'a vu lors du match contre les Pays-Bas, vu qu'on était au stade, il se levait souvent, tu vois, tu le voyais, ça le démangeait, il était comme un fou d'être sur le banc. Donc moi je pense que là, de toute façon, à partir du moment où tu peux l'aligner en 8e, c'est que tu peux commencer à l'aligner là. Je pense que c'est le projet depuis le début, donc faut qu'il se rassure, il faut lui donner un peu de temps de jeu. Et moi je le vois commencer, et si ça se passe très bien et tout, tu vois, s'il fait le boulot, bah après tu le sors peut-être un peu avant la fin, comme ça tu prends 0 risque, mais voilà, tu vois. Messieurs, on va clore le point bleu, on va parler désormais des matchs du jour puisque nous venons de suivre tous ensemble la rencontre entre l'Allemagne et son adversaire la Suisse et également Écosse-Hongrie. C'est l'heure du débrief. Match nul donc entre cette équipe allemande et cette équipe suisse qui se sont neutralisés. Youss, on a vu une ouverture du score allemande qui a été refusée pour position de hors-jeu. Les Suisses ont su accélérer derrière, marquer et auraient même pu doubler la mise avec un but refusé cette fois-ci pour position de hors-jeu avant que l'entrée de Niklas Füllkrug, très important, très précieux depuis le début de l'Euro, permette à l'Allemagne de terminer avec un point qui leur assure donc la première place de ce groupe. Pour une faute sur le premier but allemand. Pour une faute, pardon. Pour une faute. Voilà, mais après, effectivement, il y a eu le but suisse qui a été sifflé, qui a été refusé pour hors-jeu. Ce scénario, je pense qu'il étonne pas grand monde parce qu'on a vu sur les deux premiers matchs une équipe de la Suisse qui est capable de poser des soucis à son adversaire, plutôt bien en place, avec un potentiel offensif sur de rares occasions. Et c'est exactement ce qui s'est passé contre cette Allemagne ce soir. Une équipe suisse qui était bien en place et qui a procédé par contre. Et sur les miettes qui se sont créées, ils ont su marquer de bien belle manière un magnifique centre repris au premier poteau par Damendoy pour le premier but, une superbe action. Damendoy qui, on le répète, qui est un superbe joueur qui fait un très bon Euro. Mbolo également a fait beaucoup de mal à la défense allemande dans la profondeur. Donc cette équipe suisse qui pose des soucis et qui aurait pu, effectivement, ça ne s'est pas joué à grand chose sur le hors-jeu de notre ami Vargas. Finalement, Füllkrug qui égalise à la fin. Malgré tout, si je me projette un peu côté allemand, et je pense que vous allez aussi parler de l'Allemagne tous les trois, je vois pas ça forcément de manière négative pour eux, dans le sens où il y a des entrants qui ont fait la différence. Raum qui offre une galette magnifique à Füllkrug qui vient être décisif et peut-être que ces deux changements potentiels sur une phase éliminatoire peuvent être des changements qui apportent énormément à l'Allemagne. Sur des matchs comme ça où il y a un peu plus de soucis. Donc au final, les soucis auxquels ils ont été confrontés ce soir par la Suisse peut être potentiellement réglé par les entrants qui montrent que ils ont cette capacité de débloquer des situations face à des équipes bien en place. Donc au final, capacité de réaction, l'Allemagne a fait ses changements à la 60e comme d'hab, ils ont pu reposer certains joueurs et puis ils restent dans leur partie de tableau, ça c'est pas mal aussi. Par contre, moi le seul truc, et c'est là où je suis pas complètement d'accord là-dessus,
ok, il y a eu des changements vers la 60e, souvent un peu de gestion. Moi, perso, sur un match comme ça, ce que je voyais quelqu'un dire sur le chat, bon, l'Allemagne veut sûrement finir premier de son groupe, etc. Même si au final, premier ou deuxième, vu les parties de tableau qui risquent d'être équilibrées, quoi qu'il arrive, ce sera dur pour tout le monde. Mais moi, je pense que sur un match comme ça, il y a des joueurs qui ont fait énormément de matchs et tout. Il aurait fallu faire tourner plus que ça. Comme on le disait sur l'équipe de France, je pense qu'il y avait peut-être 4-5 joueurs, au moins 4 joueurs à sortir. Parce que quand tu vois des Wirtz, des Kroos, etc., ou même des Musiala, tu vois, mine de rien, c'est des mecs qui ont fait énormément de matchs. Et je sais pas s'il y a eu un peu de fatigue, mais ce soir, je sentais qu'il n'y avait peut-être pas le même physique que d'habitude aussi. Donc, honnêtement, moi, j'ai pas trop compris. Moi, j'aurais fait tourner un peu plus que ça sur ce dernier match. Scipion, est-ce qu'il y a une remise en question de cette sélection allemande, eux qui étaient parmi les deux équipes les plus impressionnantes aux côtés de l'Espagne depuis le début de la compétition? Dans le jeu, ça a été bon ce soir, ils ont été bousculés, ils ont failli perdre. Est-ce que pour toi, il y a une quelconque forme de remise en question de ce statut qu'on avait tous un petit peu érigé à cette Nationalmannschaft? Déjà, tu tombes sur un excellent adversaire. Je pense qu'ils ont posé énormément de soucis. Et ils sont encore là, ils sont encore qualifiés comme d'habitude. Je pense à mon ami Quentin sur le chat qui nous avait dit la Suisse n'a jamais remporté 2 mats en phase de groupe. Oui. C'est encore le cas, mais ça reste un immense poil à solide, solide. Notamment avec notre ami Seferovic, c'est vrai, qui met jamais un pion, mais là il nous punit. Et pour le coup, c'est vrai que sur les changements, je suis d'accord avec Bruce parce qu'il y a des joueurs qui ont été fatigués ce soir. Hein, quand même. Ouais, on a sorti Gundogan, on a sorti Musiala, un petit peu décliné physiquement, même Idestadt un petit peu moins concentré comme d'habitude. La phase de groupe de Wirtz, c'est vrai qu'elle n'est pas rayonnante, mais je suis pas pour autant inquiet parce que c'est un joueur. Le premier match était pas mal, mais c'est vrai qu'après c'était un peu. C'est un joueur qui d'un coup il peut ressurgir. Ça, pour le coup, ça peut revenir. Par contre, c'est vrai que l'alternance Havertz-Füllkrug, elle m'intéresse beaucoup plus parce que voilà, même si Havertz, je peux comprendre sur son utilisation dans les espaces, tout ça. Avoir un vrai neuf qui est toujours bien placé, qui finit les actions, voilà, ça fait 2 buts en 75 minutes jouées. Le temps de jeu de Füllkrug, il a quand même pas été conséquent et le joueur, il est extrêmement impactant et surtout il a un vrai profil de numéro 9 comme l'Allemagne sait le faire. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu aussi un comme ça, même si voilà, il arrive un petit peu sur le tard au niveau international, mais j'aime beaucoup son impact. Écoute, ils ont souffert, ils sont revenus sur la fin. C'est plus peut-être la gestion des temps de jeu et tout, mais au final, c'est bien aussi de savoir souffrir. J'oublie pas aussi que voilà, peut-être 1 ou 2 pénaltys qui auraient pu être sifflés, du coup, sinon ça aurait pu faire 9 sur 9. Sur le contenu, on a pu voir quand même qu'il y a la domination. C'est plus peut-être un petit peu d'usure physique, ça ou Nagelsmann. Peut-être fallu peut-être anticiper ça, mais écoute, t'es première, t'es invaincu. Comme l'a dit Yous, le banc a été impactant. Tu sais que tu peux compter à tout moment sur ça. Voilà, c'est quand même beaucoup plus de positif que négatif. Le seul petit point noir, c'est que tu as quand même concédé. Bon, après, c'est pas les seuls, mais tu concèdes quand même à chaque fois des occasions ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas contre la Hongrie d'ailleurs. Ouais, tu sais, souvent tu concèdes des trucs. Et après, on a loué leur capacité à pouvoir marquer aussi beaucoup de buts et tout. Mais c'est le petit truc qui peut-être leur jouer des tours par la suite. Ouais. Mais moi, perso, avec le match de ce soir, même si bon, ça n'a pas été parfait ou quoi, ils finissent quand même en tête. Moi, je suis pas plus surpris que ça, enfin pas plus inquiet que ça pour eux. J'ai l'impression qu'il y en a, ils vont remettre un peu en doute, tu vois, cette équipe d'Allemagne qui avait très bien commencé, qui avait un peu choqué tout le monde, là en disant bon, finalement, c'est peut-être pas si bon que ça. Moi, je m'en méfie quand même énormément de cette équipe. Yous, on va peut-être parler d'un homme dont on parle depuis tout à l'heure, mais est-ce que c'est finalement pas celui qui peut bousculer ce 11 établi par Nagelsmann depuis le début de la compétition? Est-ce que Füllkrug n'est pas amené à terme à prendre la place de Kai Havertz? On en parlait hier, ça c'est marrant. Moi je pense que je suis pas sûr que Nagelsmann bouleverse tout sur le prochain match ou peut-être au fur et à mesure de la compétition, c'est une possibilité, mais je pense qu'il va rester sur sa structure, mais qu'il peut-être se satisfait d'avoir une solution comme Füllkrug pour débloquer des matchs. On sait à quel point les compétitions comme l'Euro, comme la Coupe du Monde se gagnent pas à 11, mais les remplaçants ont un rôle tout aussi important. Donc je saurais pas dire si effectivement il compte le mettre titulaire, mais et puis est-ce qu'il n'est pas parfait dans ce rôle-là, tu vois, de super sub ou tu es dans des matchs complets. Il faut arrêter de casser le bureau. Ah ouais. Il casse tout aujourd'hui, celui-là. Et tu vois, d'avoir des mecs qui, sur des matchs comme ça où tu vas pilonner la défense de centre, avoir un mec comme ça qui rentre, ça peut être pas mal. Quand il rentre. Ouais. C'est ça. Et du coup, des mecs peuvent marquer après être rentrés. Ils sont pas obligés d'être titulaires. Effectivement. mais malheureusement, on en reparlera tout à l'heure de ces moments douloureux. Voilà, pour ne pas vous spoiler,
Avec Bruce, nous avions mis Füllkrug buteur, mais vu qu'il n'était pas titulaire, nous avons changé notre my match et nous avons perdu notre my match. Et finalement, Füllkrug a marqué. Donc parfois, un joueur remplaçant peut marquer des buts et c'est quelque chose dont nous avons oublié avec Bruce. Messieurs, peut-être un dernier mot pour parler de cette équipe de la Nati avec toi Bruce. Une équipe suisse qui est toujours régulière, même si on a eu des mots de Quentin qui nous disait que Yakin n'était pas toujours rayonnant, publicité rayonnant à la tête de cette sélection. On a vu un petit changement quand même. J'ai vu Quentin qui nous dit bon, c'est embêtant parce que nous on n'a pas trop fait tourner non plus, même si on a vu au moins un petit peu plus de changements que pour cette équipe allemande, puisqu'on avait vu Doua, je crois, qui était titularisé dans les premiers matchs avant que Ndoye occupe sa place. Mais Bruce, c'est vrai qu'au global, cette équipe suisse, elle a peut-être un petit peu moins de matériel et elle peut moins se permettre de faire tourner. Ouais, peut-être, mais après, encore une fois, ils étaient déjà qualifiés. Donc moi, c'est pas que c'est un match à sacrifier, mais quelques changements, tu vois, importants. Pour des huitièmes de finale, ça peut compter. Et on en reparlera après les huitièmes de finale. Et peut-être ça n'aura aucun impact. Et ceux qui ont fait jouer plus ou moins le même 11 les 3 matchs, peut-être ils vont tous se qualifier. Et peut-être pas. Tu vois, il y aura un constat à faire, on verra. Mais cette équipe suisse, ouais. Mais en vrai, on est surpris sans être surpris. On est un peu surpris parce que tous les observateurs, ceux qui suivent beaucoup la Suisse, nous disaient que c'était un peu moins ouf, etc. Ils se posaient beaucoup de questions sur les choix et tout. Et au final, comme on a dit plus tôt, ils nous font une phase de poule comme on voit tout le temps faire la Suisse, quoi. Ultra dur à battre, capable de battre n'importe qui. Là, ils sont qualifiés. Ils croisent avec qui déjà? Ils risquent de jouer deuxième qui du B, c'est ça, deuxième du groupe B, donc l'Italie ou peut-être la Croatie. Ça va être un vrai beau match. Tu vois, c'est un match qui va être à leur portée et possiblement, on peut encore les avoir en quart de finale. Nous, on sait de quoi on parle parce qu'ils nous ont fait très mal il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, cette équipe, elle est assez incroyable. Je sais pas, il y a une constance en fait qui est assez folle, même quand on croit que ça va être un peu moins bien, ça l'est pas. Donc voilà, pouvoir tenir tête comme ça à l'Allemagne encore ce soir, ça prouve qu'il y a de la qualité et que c'est une équipe qu'il ne faudra pas sous-estimer. Vive le SMIC à 4 000 €. Scipion, on va commencer avec toi, on va faire un tour de table rapide. Un joueur qui vous a plu ce soir, un top, votre homme du match, et un joueur qui vous a peut-être un peu déçu. Akanji. Très clairement le patron de cette équipe. Je pense que je dirais un mot de Ndoye qui est un de ses chouchous du début de l'Euro, mais Akanji, c'est vrai que j'avais déjà trouvé très très bon face à l'Hongrie et contre l'Écosse, et voilà, il confirme on va dire, si on regarde la progression globale de sa carrière, c'est vrai quand il passe de Dortmund à Manchester City, il y a, je vais pas dire des doutes, mais on se dit est-ce qu'il est prêt, et finalement c'est quand même un joueur qui a un apport monstrueux. Déjà c'est quelqu'un qui est redoutable, je trouve, dans sa surface, qui anticipe très bien les coups, c'est le patron de cette défense, et pourtant tu vois, t'as Schär, t'as Sommer derrière lui, mais c'est vraiment celui qui a pris totalement les épaules, cette étoffe, et voilà, je trouve que sur ce que j'ai vu de ce soir, il m'a vraiment épaté, et c'est vrai que ça rejoint un petit peu l'image finalement globale de cette équipe, c'est ça lâche jamais rien, et même contre une équipe, c'est vrai que le Chatler a raison, la Suisse sait se mettre à la hauteur de son adversaire. Akanji, il a l'habitude de ces gros matchs, mais il porte ses coéquipiers avec lui. Un joueur qui t'a un peu moins plu? Un joueur qui m'a un peu moins plu, je vais te dire Havertz. Je trouve que son match a été un petit peu décevant dans ce match-là. Tu as l'impression qu'il manquait peut-être un petit peu de largeur, il fallait étirer le bloc suisse, il fallait réussir à trouver des petits espaces, il y en a eu. Mais je trouve que dans son rôle de neuf, avec les centraux suisses qui étaient assez vigilants, et encore une fois ça rejoint l'impression sur le match d'Akanji, il n'a pas su exister. Et quand on voit la différence nette avec Füllkrug qui va avoir cet apport immédiat, un impact, parce que il y a d'autres choses qui ne sait pas faire finalement, peut-être dans le véhicule numéro 9. C'est peut-être la petite remise en question. Pourtant, je trouvais que son début d'Euro était plutôt intéressant, justement dans ce qu'attendait Nagelsmann de son faux numéro 9. Mais là, ce soir, je trouve qu'il est un petit peu passé à côté. Yus, des bons joueurs, des tops, des flops les deux, ton joueur que tu as le plus aimé et un joueur que tu as un peu déçu. Je vais encore parler de lui, on l'a affiché juste avant, Dan Ndoye, qui est un joueur que je trouve vraiment différent, qui est sur ses prises de balles. On se répète, mais il est clairement impactant. Il pouvait peut-être parfois pêcher sur les deux premiers matchs dans les derniers choix, dans les derniers gestes. Dans le dernier geste, et ce soir il a mis un top but qui est juste magnifique, tu vois, il coupe au premier poteau, c'est juste un vrai geste, il se place à la limite du hors-jeu, c'est beau, et c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui pose beaucoup de problèmes aux défenses adverses. Derrière, il a une autre occasion où il joue bien de fou, franchement, ça sentait le poteau rentrant, cette trajectoire là en général. J'ai bien aimé le match d'Embolo aussi, mais globalement cette équipe suisse, je pense qu'elle est, j'insiste peut-être un peu et le temps me donnera peut-être tort, mais je trouve qu'elle est très solide défensivement, elle contre très bien, et elle crée des occasions avec peu de choses, et elle a des offensives qui sont vraiment
sont brutaux en transition et qui peuvent faire très mal quand même Bolo et Ndoye. Donc moi c'est vraiment une équipe que j'aimerais pas trop rencontrer dans les phases éliminatoires. Donc j'insiste un peu là-dessus. Et donc ce bon match des offensifs, j'ai un niçois, c'est bon match de ces offensifs suisses. Qu'on se rase un peu avec les mauvais matchs, le mauvais match de la défense allemande, notamment Ta et Rudiger, que j'ai trouvé un peu juste dans les. Enfin, ils n'étaient pas présents physiquement dans les duels, même si c'était compliqué, mais ouais. Des offensifs brutaux, je ne connaissais pas. On qualifie comme ça ou brutal, un joueur brutal, ils sont ouais, je pense. Ouais, c'est ça. se dit, non Bah, au pluriel, brutaux, on va choquer, mais on dit brutal ou brutaux? Ouais, moi je dirais plutôt brutal. Au pluriel? Ouais. Un cheval, des chevaux? Non, mais des offensives brutales. On va pas demander au chat, ils dans, vont pas à l'école. Dans le chat, moi en tout cas, ça va pas choquer. Après, j'avoue que on dirait des offensives brutaux, des offensives brutales. Brutaux, bah merci Damso Fox, merci Truc. Putain, t'es là, hein. T'es là, bravo à toi, des offensives brutaux. T'es perturbé, désolé. Mais je trouve ça super laid en fait, comme enchaînement, mais peu importe. Bruce, on t'écoute? Ouais, bah comme eux, et on peut rajouter, le chat en parle beaucoup, Chaka, etc. Enfin, on va dire que il y a des tauliers quand même, c'est impressionnant après des saisons comme ça. Ça continue de faire le boulot et c'est des joueurs qui sont très impactants et tu as besoin de ces joueurs-là pour espérer aller très loin. Et là, tu en as quasiment dans chaque ligne des joueurs d'expérience, donc ça fait beaucoup la diff. Et après, en flop, j'avoue que je partirais un peu comme Pipion, peut-être. C'est parce que j'aimerais peut-être voir Füllkrug. Moi, Havertz, c'est un joueur que j'aime bien. Ouais. Voilà, moi, c'est un joueur que j'aime bien et c'est une alternative. Voilà, c'est un profil très différent de Füllkrug. Mais c'est vrai que quand tu vois à chaque fois Füllkrug sur le terrain, il inspire la peur. Ouais. Il peut allumer à tout moment, il lui en faut pas beaucoup. Il a un jeu de tête incroyable et mine de rien, malgré son gabarit et tout, il est aussi capable de prendre la profondeur. Donc, moi, je pense que Füllkrug, au final, est-ce que ça serait pas plus complémentaire des deux qui tournent autour de lui, tu vois, Wirtz Musiala et tout? Je me pose la question, donc voilà, c'est peut-être ça. Et pourtant, j'aime bien Havertz, tu vois. Moi, à chaque fois qu'il est aligné, je me dis pas c'est une mauvaise idée, mais peut-être que... En plus, l'Allemagne nous ont toujours habitués à avoir ce neuf, tu vois. C'est le pur neuf comme ça et tout. Et bon, j'ai l'impression que, ouais, comme j'ai dit, ce serait plus complémentaire. Messieurs, on va mettre de côté cette rencontre pour parler de la deuxième opposition du soir, Hongrie-Écosse. Scipion, victoire de la Hongrie avec ce but de Sobot à la toute fin du temps additionnel. Et apparemment, Vargas, ça va mieux. Le chat avait l'air dire. Ouais. Barnabas Vargas, j'ai lu dans le chat que son état était stable. Ça reste quand même le drame de la soirée. J'ai Lazare que je salue, qui est un tweetos qui suit beaucoup l'équipe de Hongrie. Les médias hongrois ont dit qu'il était arrivé à l'hôpital conscient. Donc, évidemment, grosse force à Vargas, parce que c'est vrai que quand tu as vu les images avec le drap, tout ça, ça rappelait ce qui était arrivé à Eriksen. Donc on s'était dit, c'est chaud. Et ouais, si tu veux qu'on parle un petit peu du match, bah voilà, notre petite équipe d'hifters de merde est toujours en vie. Alors peut-être ça va pas suffire pour être meilleur troisième. Pour le moment, on est là quand même. On est peut-être. Est-ce que. Ah oui, voilà. Alors pour savoir que ça. On peut pas avoir le classement là des meilleurs troisièmes actuels au moment où on parle. Alors peut-être je mets la régie dans la sauce, hein, mais c'est trop compliqué. Bon. On a demandé au cas où, mais juste pour avoir. C'était un match avec ces 10 minutes de temps additionnel, il y avait du chaos dans l'air, on l'a suivi parce que forcément on pouvait se concentrer à 100% là-dessus avec la fin de Suisse-Allemagne. Voilà, il y a eu des occasions côté écossais. À partir de la 80-85, ça a commencé à se débrider. C'était voilà, le premier qui allait craquer, finalement c'est venu d'une transition d'un contre à 3 contre 1 et 3 contre 2 et ça arrivait dans l'épée de Sobot qui a su transformer. Écoute, la différence de but va peut-être être punitive, mais au moins voilà, ils seront allés chercher leur victoire. C'est un match qui a été un petit peu particulier, qui a été dur parce que voilà, la première heure de jeu a été compliqué et puis à la fin finalement les deux équipes ont tout lâché parce qu'il n'y avait plus le choix, fallait l'emporter pour se qualifier, donc heureusement qu'il y a eu cette fin de match. Sinon les deux sautés, ouais. Exactement, un petit peu débridé, mais voilà, la Hongrie, écoute. Ouais, vas-y. On avait quand même le sentiment que les Hongrois étaient moins joueurs que les Écossais. Les Écossais sont montés quasiment à 11 sans défendre, alors que les Hongrois, eux, continuaient à jouer presque leur match normalement. À dire aux Écossais, regardez, nous, on reste quand même bien solide, on reste bien derrière, donc si vous voulez marquer, il va falloir que tout le monde monte et on va vous péter en contre. C'était un peu un duel de poker menteur. La Hongrie était prête à montrer à leurs adversaires du jour, aux Écossais, bah écoutez, on va sauter tous les deux, nous on va continuer à défendre, on va sauter tous les deux. Donc maintenant, vous allez devoir vous découvrir. Ouais, exactement. Et puis, on a vu en plus des actions avec. Il y a une action à la fin, même si la Hongrie, tu vois, que ça commençait à être un petit peu problématique. Il y a le centre écossais qui arrive sur McTominay où ça touche la barre et tout. C'est vrai que c'était un petit peu particulier. Mais voilà, la Hongrie a su avoir le fin mot dans cette compétition. On verra pour le classement. Ça risque d'être juste. Ouais. Ça va être compliqué. Après, si tu pars du principe que l'Albanie demain perd contre l'Espagne, normalement. forcément, si l'Italie ne perd pas contre la Croatie, tu vois, déjà, ils seront
derrière eux. Après, la République tchèque ne gagne pas contre la Turquie, dont il va rentrer, voilà, le Portugal domine la Je Géorgie. pense que la Turquie, ils ont du souci à se faire contre les Tchèques. C'est ça, c'est que les Tchèques, ils sont assez difficiles à manœuvrer et tout, et ça peut être délicat. Donc Mais dans le cas où la République tchèque arrive à l'emporter face à la Turquie, attention parce que les Turcs ont pris 3 pions et donc ont un goal average qui... Ah oui, du coup, ce -1. serait la Turquie donc qui ça serait serait la Turquie qui serait 3e. Ils sont actuellement à -1 exactement. Attention parce que si tu perds par 2 ou 3 buts d'écart, ça peut vite devenir embêtant pour les Turcs face à la République tchèque. Donc il va falloir suivre ça aussi. Ouais. Ils ont montré qu'ils peuvent en encaisser des occasions. Donc. Oui, bah, et même contre la Géorgie. Donc si tu as concédé un volume d'occasions important face à la Géorgie, que tu en as concédé pas mal aussi face au Portugal, c'est que tu vas en concéder aussi pas mal face à la République tchèque. Youth Bruges, je sais pas, on va pas mentir, on a regardé l'Allemagne tous. Ouais, on était plus sur l'Allemagne. Nous avec Scipion, je sais que moi j'ai regardé les 10 dernières minutes juste et les 10 minutes de temps additionnel de ce match entre l'Écosse et la Hongrie. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire sans vraiment vouloir montrer des analyses folles, mais plus sur la globalité de la rencontre. Non, mais peut-être moi, juste de manière générale, un peu déçu des deux équipes. Moi, je voyais l'Écosse finir, tu vois, se qualifier peut-être en meilleur 3e ou ce que tu veux. Bon, là, il fallait un vainqueur de toute façon. Donc à la fin, ça s'est ouvert et chacun a eu ses occasions. Mais un peu déçu, on va dire, des deux équipes de manière générale. Parce que même la Hongrie, on va dire jusqu'à maintenant, bon, je dis pas pipion machin, mais c'est vrai qu'ils avaient une bonne petite cote, tu vois. Il y avait des choses intéressantes, beaucoup en parlaient. Et c'est vrai que si tu prends les 3 matchs, ça a été quand même en dessous de ce qu'on attendait, quoi. C'est vrai. Je crois que la stat, elle est terrible. Je crois que l'Écosse n'a jamais passé une phase de groupe Euro plus Coupe du Monde. C'est embêtant ça. Ah ouais, on va vérifier, mais j'ai vu passer sérieux ça au football. Voilà. Et oui, parce que peut-être qu'il y a d'autres compétitions qui sont rugby, un peu plus fortes. Putain, j'aurais jamais parié là-dessus, tu vois. Ouais, complicado. Messieurs, on va remercier notre partenaire qui nous accompagne également pour ces émissions et pendant la globalité de cet Euro 2024. C'est Fortuneo, première banque au classement des banques les moins chères. Voilà, il y a la concurrence entre Fortuneo et l'Allemagne en ce moment pour savoir qui va être le plus performant dans son domaine. L'Allemagne, c'est pour le foot, Fortuneo, c'est pour les banques les moins chères en ligne à l'heure actuelle. Vous avez un service client de qualité basé à 100% en France. Ça, c'est important également pour pouvoir profiter du service optimal de la part de cette banque. Vous avez les cartes maintenant, vous connaissez, Phosphor, Gold, dont on parle depuis pas mal de temps, qui sont disponibles et qui sont gratuites surtout si vous vous servez de manière assez régulière de la carte et que vous faites un certain nombre de paiements dans le mois. On sait qu'il n'y a pas d'argent dépensé supplémentaire lorsque vous allez à l'étranger, pas de frais. Voilà, c'était le mot que j'étais en train de chercher. Donc si vous partez en vacances, si vous voyagez, si vous faites des compétitions sportives à l'étranger comme nous on est en train de le faire en Allemagne, c'est également ultra important, d'autant plus que vous avez aussi des cartes virtuelles. Voilà, c'est bien pratique tout ça, donc merci énormément à Fortuneo de nous accompagner pour cet Euro 2024 et vous n'aurez pas fini d'entendre parler d'eux puisqu'on va continuer à travailler avec eux jusqu'à la fin de cette belle compétition. Messieurs, on a à présent encore des matchs à parler. Demain, on n'est pas encore sur 2 matchs 18h, 2 matchs 21h, on aura seulement 2 matchs à 21h, c'est la preview, je ne sais pas si c'est un jingle, mais j'espère que oui, jingle. Ils savent tout faire. Il va falloir un peu d'argent alors Poineau. Messieurs, 2 affiches au programme de demain. Pipion en a parlé un petit peu là quand on a vu le classement des 3e. Albanie face à l'Espagne, Italie face à la Croatie. On va commencer peut-être sur ce match le plus déséquilibré sur le papier. Albanie-Espagne, Bruce. On va sûrement faire tourner du côté de l'Espagne. Ouais. Les Albanais m'ont montré de belles choses, mine de rien. Ils ont marqué des buts dans leurs 2 rencontres depuis le début de la compétition. Face à la Croatie, ils avaient même fait le nul. Oui, l'Albanie. Ouais. Donc voilà, l'Albanie a pris déjà un point dans cette compétition. Donc forcément, il va falloir suivre ce match. Il ne faudra pas le prendre à la légère pour l'équipe espagnole, même si de ce qu'on a vu, il y a quand même de la marge pour l'Espagne. Oui, ils ont de la marge et même si et même de toute façon, ils sont sûrs d'être premiers parce que s'ils se retrouvent à égalité, ils ont déjà battu l'Italie et la Croatie, c'est différence directe, non? C'est si jamais ils sont que 2 à 6 points, je veux dire. Faut demander aux 2 bibles là. Je me demande si c'est pas confrontation directe. Peut-être je dis de la merde, hein, mais. Redis-moi pour départager. Pour moi, c'est confrontation directe. Confrontation directe. Donc ils ont vu qu'ils ont battu l'Italie et la Croatie. Donc voilà. Donc ils sont peinards. Ils vont pouvoir donner du temps de jeu à d'autres. C'est une des équipes, peut-être l'équipe qui sur les 2 premiers matchs nous a le plus impressionné. Donc c'est parfait pour mettre en confiance tout le monde et faire souffler tout le monde. Donc écoute, l'Espagne, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et surtout que c'était une poule qui pouvait être traite parce que voilà, l'Espagne.
Il y en a qui les voyaient plutôt bien, mais il y en a aussi qui avaient des doutes parce que c'est vrai que l'Espagne sur les dernières grosses compétitions, ça avait pu décevoir quand même. Pas tout le temps, mais par moment. Et quand tu voyais la poule, tu te disais, ouais, faut quand même se méfier. On a vu qu'il y avait quand même une bonne marge, et notamment contre l'Italie où je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile entre guillemets pour eux. Donc, Espagne, bien costaud. Ouais, Yous, on a des remplaçants qui font le taf. Alors, pas à tous les postes. Vous aurez peut-être compris. Pour moi, un Ferran Torres, par exemple, tu changes, tu mets un Nico Williams ou un Lamine Yamal et que tu mets Ferran Torres, l'animation offensive sera complètement différente. Aussi, que tu peux faire Après, jouer. on sait que voilà, on a Daniel Mo. Après, il y a des joueurs qui, au milieu de terrain, vont faire le taf. Par exemple, un Merino qui serait titulaire va faire le taf sans aucun problème. Cette équipe d'Espagne, comment elle doit gérer? Est-ce qu'on doit faire reposer un petit peu les deux jeunes sur le côté? Est-ce qu'on fait reposer Alvaro Morata, Rodri peut-être qui a beaucoup joué cette saison? Comment tu gérerais ça toi du côté de cette équipe espagnole? Moi je pense qu'ils vont mettre les coiffeurs hein, comme beaucoup d'équipes qui sont toujours assurées d'être premières après les 2 premiers matchs avant la dernière journée. Clairement c'est souvent ce qui se fait hein, surtout pour une équipe comme l'Espagne qui je pense là on peut le dire a l'ambition d'aller au bout hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est peut-être l'équipe qui nous a le plus impressionné depuis ce début d'Euro. Enfin. Donc, je t'ai pas eu sur les offensives brutaux, mais c'est les offensives brutales, hein, t'as vu le débat. Hein. Non, offensif. Ah, t'avais dit les offensifs. Ah, mais moi j'ai cru les offensives. Non, les offensives. Quand même. C'est pour ça que je me disais, mais c'est moi qui suis ton délire. Non, les deux auraient pu offensifs, c'est un mot féminin et on dit brutaux, tu vois. Je me disais, mais attends, mais je dois être con. Non, on pouvait. J'ai accepté le fait d'être con, il n'y avait pas de problème, mais non, au final, me voilà rassuré. Mais du coup, tu sais qu'il est con, c'est déjà une bonne chose. Vaut mieux ça qu'un con qui ne le sait pas. Hein. C'est vrai. C'est toujours compliqué. Ça veut dire que t'es moins con que certains. Le mec, je suis moins con que les vrais cons. Donc, non, ils ont le choix du roi, ils vont pouvoir faire tourner tout le monde, ils ont été impressionnants, ils vont concerner des mecs qui sur les prochains matchs vont peut-être faire la différence en rentrant. Il y a José Pérez qui a fait une bonne rentrée, tu as des joueurs comme Daniel Olmo qui sont aussi des bons joueurs, donc ces joueurs-là qui vont avoir un peu de temps de jeu, qui vont peut-être redémarrer, ça va permettre de redémarrer leur machine et potentiellement d'être impactants dans des entrées en jeu sur les 8e, quart, demi ou finale. Donc ils sont dans la situation, je pense que tous les autres pays masculins rêveraient d'être dans leur situation. Ça y est, Scipion, ça va être le grand moment. On va voir Grimaldo on the pitch. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'intéressent parmi les coiffeurs espagnols, comme lui, comme Fermin peut-être, Daniel Olmo, parce que je trouvais que globalement sur ses prestations avec l'Espagne, il était intéressant. Aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a un 11 qui est vraiment qualitatif, et là c'est bien pour Luis de la Fuente justement pour reposer ces joueurs qui ont énormément disputé de rencontres, comme Yamal, on sait que Pedri, il y a toujours cette question. Rodri, je crois que le chat disait qu'il était suspendu, donc de facto il sera pas là, mais au moins tu vois, tu as une bonne raison de le mettre de préserver. Peut-être on verra en défense Laporte, Viviane, Nacho, le Normand qui sera aligné, mais c'est vrai que là tu as le luxe de pouvoir faire ça et tu as quand même un banc de qualité, donc voilà, tu vas quand même jouer contre une équipe qui a sa qualification, donc ça va un petit peu te rentrer dedans, mais j'aime bien cette possibilité de voir ces joueurs espagnols en action. José Lu aussi. Ouais, José Lu, c'est vrai que ils vont faire un bête de match, alors que ça va bien jouer. L'Espagne, c'est ça qui est fort avec leur jeu collectif. Parce qu'au final, moi, quand tu me parles d'un milieu, par exemple Zubimendi, Merino et Baena, t'as un bon milieu de terrain. Si tu me dis qu'en défense, tu rajoutes Grimaldo à la place de Cucurella et admettons, tu mets un Nacho à la place de Laporte, tu te dis que t'es pas trop mal non plus. Dans le secteur offensif, José Lu à la place de Morata, on sait que José Lu, dans les matchs importants, il a quand même tendance à répondre présent, surtout sur la fin de saison en Champions League. On a du Dani Olmo. Voilà, il y a quand même des joueurs ultra intéressants. Fermin, comme l'a dit Pipion, pour jouer avec la sélection nationale. Donc ouais, ça peut être quand même vachement cool. Et même devant, c'est grâce aussi aux deux jeunes sur les côtés, mais ces derniers temps, souvent la limite de l'Espagne, c'était dans les derniers mètres et au niveau de l'attaque. Et là, c'est vrai qu'ils rendent tout facile, quoi. Ça joue bien au ballon, ils peuvent marquer de plein de manières différentes. Donc voilà, en plus le milieu de terrain laisse tomber. Et puis t'as un Fabian Ruiz qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là, on va pas se mentir. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et bon, demain, en faisant tourner, ils vont faire un très bon match, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Et on va parler maintenant du deuxième match, donc Italie face à la Croatie, Scipion. Celui-là, il va être sympa. Est-ce qu'on peut se permettre de faire tourner du côté de l'Italie, en sachant qu'on a seulement 3 points, on ne peut pas? Ah non, t'es un fou, là. Non, mais je donne la question, la réponse. Du côté des Croates, on ne peut pas faire tourner non plus parce que la compétition ne se passe pas très bien, c'est seulement 1 point. Donc on va avoir un match à haute intensité. Et comme tu l'as dit juste avant, il y a pas mal de matchs de coiffeurs. Là, pour le coup, ça n'en sera pas un.
Comme disait un certain Raymond Domenech, l'odeur du sang sera là demain soir pour ce match, une vraie bataille comme on aime. Si Raymond l'a dit. Si Raymond l'a dit, crois-moi que Raymond la science a eu des fois des fulgurances, mais oui, très clairement, ce match, ça va être assez épique, je pense. L'Italie, pour moi, peut pas se permettre de faire tourner parce que tout simplement le banc est trop faible. Là, autant pour l'Espagne, on a cité des joueurs qui pourraient être même, pourquoi pas, titulaires dans cette équipe italienne. Mais là, honnêtement, quand tu vois les entrées de Cristante, quand tu vois Retegui, tout ça, non, c'est trop compliqué. Donc malheureusement pour Spalletti, il n'y a pas non plus 15 000 solutions. De banc, ouais. Voilà. Mais en même temps, t'es tombé sur beaucoup plus fort que toi et il faut l'accepter. Et maintenant, il faut aller sur le match d'après. L'Espagne, tu croiseras pas l'Espagne tous les jours. Tu croiseras pas l'Espagne tous les jours. Et maintenant, on avait vu quand même des qualités, je crois, contre l'Albanie. Défensivement, ça a quand même réussi à tenir, même si ça a été compliqué, notamment sur le cas Di Lorenzo. Mais tu vois, je trouvais que Calafiori, Bassoli, Donnarumma, t'as quand même une base solide. Maintenant, c'est plutôt l'attaque. L'attaque contre l'Espagne, on les a pas vus. Et pourtant, Chiesa, tu vois, c'est un joueur qui performe à 1 euro. Scamacca a un profil super intéressant. Il n'a pas été servi. Donc, on va se remettre un petit peu en dedans. Et côté croate, on a vu que c'était assez chaotique aussi. Même si on a eu ce moment de folie contre l'Albanie, mais c'est encore les choix qui vont être déterminants. Quel type d'équipe tu vas mettre? Est-ce que tu vas continuer avec Mayer sur le côté? Il y avait des choses un peu mieux, je trouve, dans la compo avec Gvardiol et Perisic, mais tu as quand même concédé 2 buts contre l'Albanie. Peut-être réussir un petit peu plus à trancher avec, je pense notamment l'entrée de Boudimir qui a été excellente contre l'Albanie. Mais c'est sûr que ce match-là, ça va être super palpitant. Yous, est-ce qu'on peut y croire à cette équipe croate? On est quand même très déçus depuis le début de la compétition. Certes, l'Italie n'est pas injouable, mais quelle va être la clé du succès pour les Croates, si ce n'est quelque chose de très simple, dire il faut que les 4 fassent un gros match, et notamment des Luka Modric, des Brozovic, des Perisic, que ces joueurs-là se mettent au niveau auquel on les attend. Moi, j'y crois pas trop pour la Croatie, pour être honnête. Je pense que l'Italie passera. Ils vont être dans une configuration où là, clairement, c'est à la Croatie d'aller mettre la pression sur l'Italie. L'Italie va jouer sans doute plus bas, fermer le jeu et procéder en contre. Et la Croatie, on les a vus vraiment en difficulté contre l'Albanie dans cette capacité à bien mettre de la vitesse, attaquer le bloc bas. J'ai peur qu'on soit dans cette même configuration et qu'ils aient du mal à le faire. Je suis pas sûr que ça soit qu'une histoire de niveau, mais plus, je pense, de profil de joueurs qui sont sur le terrain. Clairement, j'y crois pas trop. Et là, demain, je vais dire n'importe quoi et on ressortira ça. Mais moi, j'y crois pas trop pour la Croatie, clairement. Bon, j'imagine que tu y crois pas trop non plus. Bien déçu de la Croatie depuis le début de la compétition. Et puis, même si l'Italie a fait un match où ils sont tombés contre plus fort face à l'Espagne, tu avais quand même vu toi de belles choses lors de la première journée. Ouais, c'est surtout, on le redit, c'est physiquement, quoi. Tu vois le niveau de Brozovic, tu vois Modric qui est plus le même, on l'a compris déjà cette année. À part Kovacic qui est au milieu, lui est capable de remonter le ballon, etc. C'est physiquement, en fait, où je trouve c'est trop vieillissant à certains postes, il n'y a pas assez de répondants. Donc pour moi, plus le match passe et au fur et à mesure que les minutes passent, forcément l'Italie prend petit à petit l'ascendant parce que pour moi, ils ont plus de fraîcheur dans l'ensemble. Donc bien sûr que la Croatie, il y a un monde où ils battent l'Italie. On sait qu'il peut y avoir de la qualité, quand même des coups d'éclat, mais honnêtement, ça me semble quand même bien compliqué. En fait, je pense que si l'Italie fait un match moyen, ça suffira pour s'en sortir contre la Croatie. Après, si l'Italie fait un mauvais match et laisse la porte entrouverte, il y a un monde où la Croatie fait un résultat, mais honnêtement, j'y crois pas. Pour moi, l'Italie, avec leurs courses, etc., ils peuvent mettre à mal quand même les Croates sur la durée du match. Messieurs, c'est le fil rouge de notre Euro 2024. Il est l'heure de parler du Pronogate. Et on va commencer avec le récap des scores de la veille, tout simplement. Vous avez annoncé déjà nos rencontres hier lors de cette même émission quotidienne. On n'a pas vraiment brillé. Avec Braque, nous avons pris un petit point sur la Hongrie, mais sinon, personne n'a pris de points sur le match Écosse-Hongrie et encore moins sur le match Équateur-Venezuela. Le classement n'a quasiment pas bougé. Je suis à égalité avec Braque, 13 points, mais plus qu'à 3 petits points. Bruce, t'en avais 4 d'avance, t'en as plus que 3. Voilà, la palme d'or revient quand même à Zal et au FC Guest d'avoir pris ce combiné buteur Füllkrug et Allemagne vainqueur, alors que prendre juste Füllkrug suffisait pour avoir un my match valable dans ce Pronogate. Donc voilà, félicitations au chat qui a voulu troll et qui s'est bien fait niquer. Et ça leur fait beaucoup de bien. Nous on est contents. Félicitations à Zal également qui, après 4 ans de my match, n'a toujours pas compris le principe. On va parler justement de ces deux matchs Croatie-Italie. C'est le premier match du jour. On a été bon sur le
premier match de la CAN, Équateur-Venezuela, 0 sur 5 pour les membres de la team, 0 sur 6. La canne carrément. Non, de la Copa, j'ai dit la CAN. Ouais. Non, de la Copa, désolé, bon, ma géographie est à revoir, mais quand même. États-Unis, Bolivie, donc pour cette rencontre, et j'imagine qu'on est tous plus ou moins partis sur les mêmes choses. Bruce est parti sur l'Italie, tout comme Zalé et moi-même. Scipion et Braque sont partis sur le match nul entre la Croatie et l'Italie, et c'était voilà, très utile de mettre un match de la Copa avec une cote à 1,24 puisqu'on est tous partis sur les États-Unis, et c'est évidemment là que la différence va se faire entre nous. Le My Match en revanche va concerner un match hautement intéressant puisque ce sera l'Albanie qui va jouer face à cette équipe espagnole. Dani Olmo buteur à 3,50. 3 scores, 2-0 pour l'Espagne, 3-0 pour l'Espagne, 3-1 pour l'Espagne. Pour ce deuxième My Match, but sur penalty. Au moins une équipe marque un but sur penalty dans cette rencontre. Les deux équipes marquent. Morata sur le banc, on souhaite fort. Ah, exactement, avec Alvaro Morata buteur, on l'espère. Et ensuite l'Espagne gagne avec un but de Mikel Oyarzabal. Apparemment Pulisic vient de marquer. Ouais, voilà. Mon crack, les amis, Pulisic. Le Pronogate avance bien. Ah bah là, on est bien les amis. On va révéler maintenant. Ah non, d'abord Pono, dis-moi qui a gagné. Entre le 2 et le 3. On attend un petit peu tranquillement. C'est quoi le troisième ? J'ai pas compris. Faut qu'une équipe marque sur penalty. Il y a un but sur penalty dans le match. Okay. C'est le 3, un but sur penalty dans le match. Et écoutez les amis, Albanie, Espagne, c'est Braque donc qui a été sollicité. C'est Scipion. Je me suis dit, il est capitaine, il va peut-être enchaîner. J'espère que José Lu sera titulaire. Ah ouais, on espère tous. Apparemment maintenant, si le mec est remplaçant, on peut changer. C'est ce qui s'est passé. C'est vrai. Non, t'as raison. Non, il a raison. T'en sors bien, fumier. Il a raison. T'en sors bien. Il a raison, forêt. Et ben voilà pour Squonogate. Messieurs, on avait bien kiffé de faire une petite équipe type lors de la première journée. On n'avait pas pris beaucoup de temps. Écoutez, on va faire pareil pour cette deuxième journée. On va afficher une composition vide. Alors attention à ne pas mélanger avec le début de la troisième journée qui a débuté ce soir, uniquement sur les matchs de la deuxième journée. Mais ça risque quand même d'aller assez vite, notamment en commençant par le gardien de but. Messieurs, on est tous d'accord sur Mamadashvili. Oui, ça. Allez, bon courage pour l'écrire la régie. Mais c'est lui qui va être désigné. Non, je crois en eux. Attention, tenez la langue à Pono qui est en train de faire une crise d'épilepsie. À l'heure actuelle, attention à ce qu'il n'avale pas sa langue. Il va faire un vieux copier-coller. Exactement, il va faire un gros copier-coller, mais ça va arriver dans quelques instants. Bravo Pono, on te donnera un biscuit à la fin de l'émission. Un petit biscuit quoi. Écoute, on va pas se priver d'une petite friandise. Ça fait pas de mal. Messieurs, charnière centrale, moi il y en a un qui me vient en tête déjà, c'est Pépé. Tous les jours, un monstre. Voilà. Oui, et Mamadashvili sont indiscutables. Un deuxième. Avec Hughes, rappelez-nous les trucs. Moi, on est parti sur Upamecano, qu'on a trouvé très solide. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas mieux, non il a fait un bon match, je suis d'accord. Mais peut-être que le chat qui a fait un bon match aussi. Un décès qui est ça. C'est l'anniversaire de Léo, bon anniversaire au GOAT les amis, on tient à le souligner. Évidemment. Toute l'équipe en jeu s'unit pour souhaiter un excellent et une merveilleuse anniversaire. 37 ans, quel bel âge en plus pour le plus grand sportif. Le Normand. Moi j'avais bien kiffé le Normand aussi, le Normand et tout. Le Normand, Upamecano. Le Normand, c'est pas. Après, t'as plein d'autres Espagnols potentiellement. Donc. Mais bon, allez, on met. Sort du lot, écoute. Bon, déjà Pépé sûr et après tranché. J'adore Dayot, mais on met le Normand, j'ai encore plus adoré. Donc Pépé et le Normand, voilà. Ensuite, sur le côté droit. Alors, il va voir bien. Ça sera pas Zeki Selik apparemment. Moi, j'ai trouvé que le Slovène qui avait marqué Karnicic. Ah oui, c'est vrai. Qui a marqué en faisant cette superbe transition, mais qui a fait un sauvetage contre la défenseur. Donc Poineau, bon courage pour l'écrire. Mais Karnicic. Je suis d'accord avec ça. Il fait les deux choses les plus importantes dans l'action, récupérer le ballon, et marquer, relancer et marquer. Allez, c'est bon. C'est décisif. Côté gauche. Je peux prendre un espagnol, mais Cucurella m'a paru C'est vrai, il a été énorme, Cucurella. On va mettre un espagnol. C'est dur de ne pas le mettre. Et peut-être même un troisième avec Fabian Ruiz au milieu de terrain. Et peut-être Williams aussi. Nico Williams. Peut-être, oui. Mais déjà, tu peux écrire Ruiz, je pense, au milieu de terrain. Tu peux écrire Nico Williams sur la gauche. On peut remettre Kanté aussi. On peut remettre N'Golo Kanté à ce poste de numéro 6. Après, des fois, on peut changer si vous voulez. Mais après, ils ont été tellement ouf que c'est dur quand même. On propose des noms, les gars. Bernardo, on le place à quel poste?
à Est-ce qu'on droite, peut hein. tricher Au ou on le milieu met forcément ailier, on le met ailier droit ou Pourquoi non? tu veux mettre qui d'autre? Pour l'autre milieu, Je pose la c'est vrai question. que je trouve De Bruyne a été très bon hier. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de débats. Et tout. Moi j'ai bien aimé De Bruyne. Hein. De Bruyne, Gundogan sur deuxième match, parce que là, on C'est vrai. sort du Ouais, troisième, et c'est le match de vrai. Gundogan. ça le se joue troisième entre match, Gundogan, Chaparenko, Le deuxième match. l'Ukrainien qui a été très bon. C'est vrai Et qu'il De caille. Bruyne, donc peut-être le chat Gundogan ou De Bruyne. Moi la vérité je partirais sur De Bruyne. Je sais que ça a Bah. divisé mais moi j'ai trouvé quand même bon. Moi, je mettrais Gundogan à la place de Ruiz, tu vois. On l'a mis dans la première journée, il a été vraiment bon, mais peut-être on Ah, peut eh faire ben, je trouve vas-y, que le vas-y, on match fait de ça, on Gundogan, fait ça, on c'est met- le deuxième de Poineau. Gundogan On met est meilleur. Ilkay et Kevin De Bruyne. Côté droit, du coup, Bernardo Silva. Moi perso je partirais sur Je suis d'accord, Bernardo je suis qui a fait d'accord. un Ouais, vrai bon Bernardo, match, notamment la première d'accord, mi-temps. Bernardo. Et un numéro 9 qui a été peut-être Endoy. Alors peut-être Endoy. Moi Ouais, ça j'ai peut. mis un remplaçant parce que je suis désolé, mais le but de RM Chouk et son entrée contre. C'est vrai. Avec contre le la contrôle et contre le l'enchaînement, portement. Pour il moi, est ouf, ouais. 9 types évidemment, c'est pas non plus au temps de jeu, c'est l'impact ouais, et je trouve qu'il a été excellent. Donc Plutôt c'est vrai d'accord. qu'on n'est pas non Alors, plus hyper voilà. C'est servi. pas ce qu'on a dit pour la compo. C'est C'est- Kanté, De Bruyne, Gundogan. C'est ça. Ouais, à la place de Fabien Ruiz, ouais. La régie, c'était pas encore C'est- trompé. c'est vrai que moi, dans le chat, il y a une idée avec laquelle je suis plutôt d'accord, c'est CR7. Moi, j'ai bien aimé le match de CR7. Ouais mais je le mettrais pas dans le 11 Lukaku, perso. quand même. Lukaku, non? Un Lukaku, gros match de ça passe peut. D, il pèse énormément sur la défense. Il met des buts hors jeu. Je me prononce pas sur ça, vous connaissez mon affection. Comme vous voulez. Allez, Lukaku, bah, c'est quoi, RM Chouk, demande au chat. CR7. On leur donne un. Bah, on leur- ça va Ah, voter ça va voter CR7. Ça va voter CR7. CR7. Non, mais pas CR7 dans le chat, sinon ça sert à rien de le Fulkrug, faire. c'est pour la deuxième journée. Non, les les potes. gars, CR7, j'ai fait que le dire, on a vu avec Kanto, on a Ouais. trouvé qu'il a bon été match. collectif et tout. On a Après, aimé, ouais. est-ce que, je sais pas, Parce que ça a été le meilleur neuf. je sais Nicolas pas. Mais moi, Tze, c'est une j'ai belle vraiment promotion, aimé. il a marqué sur penalty, mais il a été moins vu que contre Voilà. la Turquie. On l'a déjà mis lors de la première journée en plus. Ouais, Lukaku, il a pesé. Allez, on part sur CR7. Mettons Romelu, moi ça Allez, me choque vas-y, pas. on met Romelu perso. Lukaku. Voilà pour cette deuxième équipe. journée. Et puis maintenant, on va suivre avec attention la troisième. Et puis après, ce qu'on fera, il faudra trancher avec tous ces joueurs qu'on a mis à la première, à la deuxième Pour et à les la groupes. troisième. Là, il faudra trancher Pas pour mal. avoir la phase de groupe. Et c'est Ceux là où qui- il faudra prendre des décisions, messieurs. Peut-être même qu'on le fera individuellement à l'ardoise. Ça peut être sympa. Ouais. Ça peut, Ouais, être, ça peut être bien. sympa, Tosh. Au moins, chacun aura des ou- choix différents. Non, on Ou la alors- préparera et ouais, on la c'est- présentera. Ou quoi. alors on la Parce que là, soumet on va- avant. Oui, c'est ça. Et On c'est l'affichera. la régie qui nous dévoile celle qui a été élue, tu vois. Exactement. C'est pas mal comme ça aussi. On fera une émission spéciale bilan phase de groupe. Après, Mais c'est dis-toi, aussi non. bien, moi je trouve, quand on fait notre 11 en commun. Ouais. Et genre, si on est 4 ou 5 en Il y a des plateau, il y en a discussions. 3, ils choisissent un tel, bah, c'est lui qu'on met. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, et si jamais il y a un draw, c'est le chat qui tranche. Au moins, c'est un 11 mélangé à nous. Tu vois, ça peut être sympa. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah punaise, c'est vrai que McTominay a fait une deuxième journée énorme aussi avec l'Écosse. Ouais, c'est vrai, Maxos, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Après, Il y a- quand tu vois les joueurs Ouais, qu'il y ouais, avait, là, ouais, la c'est ça. vérité. C'est ça. Messieurs, je crois que c'est l'heure du quiz, Eh oui, tout un petit simplement. quiz. Oh là là. Je crois que c'est le quiz le plus tard. Le de- quiz de à l'histoire. minuit 10, tu veux nous terminer Je te jure. Le quiz Wow. le plus tard de l'histoire d'Hors-jeu que je vous ai préparé Eh ben, on t'écoute, avec Pipion. affection. On a besoin d'ardoises Ouais, vous avez Allez, besoin on prend d'ardoises. les ardoises. Je te Oh, laisse on distribuer. pige fort. Il y a un thème spécial. Bah, forcément, on est en Allemagne, donc on va parler football allemand. Ah, Un petit peu. ok. Avec des questions mélangées Bundes et pas mal Nationalmannschaft. Vous Merci. allez voir, en vrai, c'est Ça accessible. n'a pas été trop. méchant. Franchement, non, pas du tout. Pour commencer, question ardoise. Avec le Bayern, quels sont les deux clubs les plus titrés en Bundesliga? Alors, je donne un petit indice. Il y a un club, vous le connaissez forcément. Il y en a un autre, c'est pas évident. Donc, en gros, première, vous pouvez tenter une sorte de certitude. Le deuxième, il faut faire un truc un peu freestyle. En vrai, je crois que je vais faire un 0. Hein. Avec le Bayern Munich, quels sont les deux clubs les plus titrés en Bundesliga? Je vais revenir sur ma petite page pour Oh, voir franchement. un petit peu. Le Bayern est à 33, le deuxième est à 9 et le troisième est à 8. J'en ai deux ou trois qui viennent en tête. Pour, J'ai pris ma décision. pour les folkloriques, Ouais. allez, Attends. Yous, c'est bon pour toi? Moi, je vais mettre. Bon, franchement, C'est bon. Quand c'est bon, allez, Yous, aucune idée. qui a Dortmund et Hanovre, 1 point. Lequel? Bah, je vais pas le dire. BVB, Schalke, 1 Ouais. point. C'est Ah, Dortmund. bah, c'est Dortmund, putain. Et alors, Bah, moi, j'ai fait le hipster de merde encore. fais voir, mon petit hipster. Werder à Hanovre, 0. Le club a trouvé, c'était Nuremberg. Waouh, ouais.
Donc je vous avais dit que c'était quand même assez. Ouais. Et pour info, c'est Nuremberg qui est le deuxième club le plus titré. 9 combien 9 titres. Et Dortmund BVB a combien 8. du coup 8. Question rapidité. J'hésite, Werder, j'ai failli le mettre. Hein, Rapidité, je regarde bien les mains. Levez bien la main avant de répondre, s'il vous plaît. En quelle année l'Allemagne a remporté pour la dernière fois l'Euro? En quelle année l'Allemagne a remporté Ah, pour mais la dernière c'est fois dur l'Euro? parce que faut resituer. Faut toujours resituer, Bruce. 84. 96. 96. 1996. Un point pour You. 84, il le gagne aussi. C'est la France. Ah ouais, c'est la France. Bah ouais, je suis trop con, moi. Je pense que c'est Non, ça- juste avant. C'est quand qu'ils font contre la Belgique où j'avais vu il y 80. a 2 jours. Ouais, c'est ça, 80, putain. Et 84, je suis Toujours débile. rapidité. Pour la sélection allemande, qui est le meilleur buteur de l'histoire? Klose. C'était celui que t'allais dire? Je sais que j'y pensais, mais ça paraissait tellement évident. Je me disais. Allez, peut-être un autre mec. question ardoise. 5 points à aller chercher. C'est Wow. Non, Qu'est-ce il que y aura c'est une que petite ça compo parce que forcément, je sais que mon ami Kanto adore 5 ça. points. Qui sont les 5 joueurs les plus capés de l'histoire de la sélection allemande? 5 joueurs à proposer. Et vous n'en mettez que 5. Parce qu'évidemment, on peut en penser à plein de noms. 5 joueurs les plus capés de l'histoire de la sélection allemande. Et c'est vrai que, toute génération confondue, il y a eu de sacrés noms pour la Mannschaft avec des titres, 4 Coupes du Monde et 3 euros remportés. Alors le premier est à 150, le deuxième est à 137, Putain, le troisième 130, quatrième 128 et cinquième 121. Donc au moins vous pouvez situer que c'est assez conséquent. Qui sont les 5 joueurs les plus capés de l'histoire de la sélection allemande? T'en as mis 5 Ouais, j'en ai Kanto? mis 5. Ouais. T'en as J'en ai combien, mis Bruce? 4 et j'hésite sur le dernier que je vais tenter. Yous, t'en as quoi. combien? Attends, Ah. j'en sais rien du tout. C'est dur. Hein. Là, le dernier, j'hésite entre plusieurs. Après, franchement, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais, Donc, franchement, là, Tu mets des légendes, il y en a Là, j'ai le tellement. top 10 devant moi, je pense qu'il y a des noms que vous aurez forcément. Pareil, tu vois, enfin, je veux dire. C'est dur parce qu'il y en a un que j'aurais mis d'entrée et Bah, c'est ouf qu'il y soit pas. moi, il y a les 2 gardiens. Il y avait Oliver Kahn, Neuer, mais je les ai pas mis. C'est compliqué. Allez, c'est bon pour tous. Alors, on va faire le décompte. On va commencer par Yous. Kahn, Mataus, Lam, Balak. Ça fait Lam. L'âme, il a arrêté Schweinsteiger. tôt, je crois. 2 sur 5. Il y a pas Schweinsteiger non plus. Moi, j'ai voulu mettre Il y a 2 Lam, sur mais 5. peut-être y est, mais j'ai vu que Bruce. il a arrêté pas tard. Moi, j'ai mis Beckenbauer, Balak, Neuer, Mataus, Kingsman. T'en as un. Wow. Kanto. Schweinsteiger, Mataus, Lam, Balak, Franz Beckenbauer. T'en as 2. C'était du coup Mataus, Klose, Podolski, Klose, je voulais le mettre, Podolski, mais je- troisième. Podolski. Thomas Müller Eh ouais. et Schweinsteiger. c'est que des mecs récents, quoi. Chouini, j'ai pensé 6e aussi. Neuer, 7e Lam, 8e Klinsmann, 9e Tony Kroos. T'as fait combien, toi? 1 point. Donc 2 Yous, 1 Bruce Putain. et 2 Kanto. Ardoise. Vrai ou faux? Il est un joueur allemand en Ligue 1. Quelqu'un a la réponse là ou pas, vraiment? Sûr de lui? Là, pour le moment, attends, je réfléchis. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a un joueur de nationalité allemande en ce moment en Ligue 1? Allez, vrai ou faux, ça doit aller vite, messieurs. Kanto, c'est bon. Yous, c'est bon. Bruce, c'est bon pour toi ou pas? Faut que j'ai marqué, mais je sais pas Allez, si c'est bon. Yous, vrai, Faux. faux, vrai, C'est Qui pour vous à Reims? non? Thilo Kerrer à Monaco? Ah oui, bah, Oh putain! c'est ça. J'ai hésité entre. Il y en a Kerrer- qu'un du coup. Je- Ouais, et Kadra, ouais. C'est Oh, les deux qui me- Kadra, c'est les deux qui me faisaient hésiter, ouais. Oh là là. Bien vu. Putain, en plus, c'était trop Kadra, il bas. est quelle nationalité déjà? Il est allemand et je sais plus. Ah, bah voilà, bah du ouais, coup, c'est. il a pas encore fait son choix. Bon, bah j'avais pas tort, du coup, c'est un Allemand, Kadra. Allez, on y va avec la petite compo à trop, mon cher Ah, Kanto. oui. Ah non. France-Allemagne 2016, demi-finale d'Euro. 5 joueurs à retrouver. Oh. Il manque un défenseur central, le latéral gauche, un des milieux de terrain et 2 joueurs de côté. Je précise, cherchez pas forcément des purs ailiers. Voilà. Putain. Je vous donne un petit indice. Il nous emmerde, Tipion. J'arrive Avec grand plaisir, mon cher Kanto. Neuer dans les cages. Bénédicte Ovedes.
ça c'était fou. Kimmich, Emre Can, Toni Kroos, Müller pour la petite conversion. Il reste un défenseur central. Et en vrai, sur les noms, c'est quand même, je vais pas dire des évidents, mais il y en a, voilà. Il y a 2 joueurs un petit peu, faut s'en souvenir, mais les autres, c'est du costaud. Et même du très très lourd. Yous, on a combien pour le moment? Là, j'en ai 3. 3, Kanto 2. 2, Bruce. Au hasard. J'ai mis 2, mais pareil. Rappel, petit indice, les joueurs ailiers sont pas forcément des purs ailiers qui collent la ligne. Donc la disposition de la compo était dans ce sens. Ah, là, Yous a peut-être eu une inspiration. Moi, c'était le dernier. T'en as 5 donc? Allez, Attends un peu, s'il te plaît. Attends, je vais Ouais, vas-y. remonter le latéral Pas de gauche, souci. Une seconde. latéral gauche, si tu le trouves pas, quand tu vas te le dire. Putain, mais mec- devant, j'ai pas d'inspi, c'est un truc de ouf. Parce que les mecs, je sais plus quand ils ont arrêté, quand ils ont Le machin. pire, c'est que je vois qui c'est le latéral gauche. Tu vois? Je vois pas forcément, mais. Putain. Attends. Évidemment, ce match s'était Pas terminé David Raum. Hein. à Marseille, avec Ouais. une ambiance de dingue, un doublé d'Antoine Doublé Griezmann. d'Antoine Griezmann. Célébration de Drake, cheveux courts. Tu nous manques Grisou, et qui avait été incroyable, avec notamment Pogba qui avait taffé de ouf sur le centre. C'est le match qui convainc Franck McCourt d'acheter l'OM à franchement, l'époque. je sais pas. C'est vrai? Il avait assisté à ce match avec Chacan Herrero pour l'anecdote. Eh ben, On verra. Allez, cette fois-ci, je vais commencer par Kanto. C'est l'histoire qui raconte. Hummels, Kedira, Götze, Reus et Père Mertesacker. 0 sur 5. Ouais, j'ai plus en tête. Avec qui avait un piège avec Hummels. Bruce, Moi, j'ai mis Boateng, Schmelzer, Ozil, Podi, Godze. t'en as 2. Ah, Ok. Hummels, Hector, Kedira, Götze, Ozil. Ah, Hector. C'est Jonas Eh Hector. bah oui, c'est Ah, ça. c'était t'en as deux. Hector, Du putain, coup, oui. il manquait Jérôme Boateng, Ouais. Jonas Hector, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil. Il y avait et Chouini, là. Draxler. Draxler. Ah, Draxler, ouais. Quand je dis que c'était vraiment 2 joueurs qui n'étaient pas des purs ailiers, c'était vraiment ça, quoi. Putain, Chouini, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il était plus. Mais moi. c'est sa dernière compétition. Ah ouais, mais c'est pour Là, ça, non, j'arrive là, jamais à 2016, je me suis dit que resituer c'était entre tard pour lui deux aussi, trucs. ouais. Ouais, Je exactement. peux confondre tout. Voilà. Allez, on va aller sur rapidité. Il y a 2 points à prendre. Il y en a un, il peut venir. Deuxième, il faudra être costaud. Citez les 2 clubs relégués cette saison en 2e division allemande. Levez la main pour répondre. Greuther Fürth. Ils y étaient même pas. Mais non. Magdebourg. Non, Attends, putain, ils il y y en étaient a pas un. aussi. Ouais, il y en a un, ils ont Je- été catastrophiques, ils ont. Ah, il y en a un qui a, je l'ai regardé cette dernière non, journée il me en revient plus. pas. il y en a un qui a pris beaucoup de pilules cette saison. Et l'autre, c'est un club assez historique quand même. Ah, non. Un club important. On est dans sa région. Je donne un petit indice. Kanto? Non. Ouais, je tentais- Oui. Düsseldorf. Non. Non. Il y a pas Ils Mayence. y sont déjà, ils Non. sont déjà en Ah, D2, pas mal. Düsseldorf. Cologne. Cologne, 1 point. Ah, Ah, mais Le deuxième, il va me revenir. Et l'autre, est-ce que vous l'aurez? Allez, on t'aura un petit indice, ça commence par un D. Dresde. Non, Oh, je suis con. Darmstadt. Darmstadt. Mais oui. Putain. Darmstadt, Ah, le Kanto. con. Petit Bien club. joué. Il égalise avec Bruce. Oh, Eh, le duel de Nullard. tu sais que j'ai paniqué parce qu'au début j'allais dire Cologne et j'avais tellement peur de dire une connerie que j'ai donné Düsseldorf alors qu'ils sont des gens en Ouais, deuxième c'était division. ça. Allez, Ardoise, au plus proche. Quelle est la capacité de l'Olympiastadion de Berlin? Quelle est la capacité du stade en place, du stade olympique de Berlin? Évidemment, théâtre d'une finale de Coupe du Monde mémorable et à la fois tragique pour nous, supporters d'équipe de Toi, France. tu sais exactement. En toi, t'as 2006. écrit direct. Non, non, mais je sais environ. À la place exacte, non. Ouais, la place exacte, faut être costaud pour trouver la place exacte. Je devrais te l'écrire du coup. Au plus proche, quelle est la capacité de l'Olympiastadion de Berlin où se déroulera la finale de l'Euro 2024 le 14 juillet Ça doit être prochain. un sacré stade, du coup. Moi, Stade avec une piste d'athlétisme qui avait vu d'ailleurs le record d'Usain Bolt lors du championnat du monde d'athlétisme 2009. Petite anecdote comme ça. Tu sais vraiment tout faire. C'est du savoir. C'est du savoir. C'est. Oh, franchement, allez hop. Allez. Kanto, je suis parti sur 62, j'avais mis 52, j'ai mis 62 Je 62. suis allé haut, moi. Non, Moi, j'ai mis 83 000. 83 000, eaux-là. 79 000. Ouais. C'est Yous qui est le plus proche. Non. C'est 74 475 Ah, places. putain. Du coup, ça peut être le moment. Après, bon, s'ils sont à l'égalité, tout le monde va en finale. Hein. On fait un 2v1 Moi, contre je lui. joue pas. surtout. Je joue pas pour la De dernière. quoi on envoie tout le monde en finale.
En plus, Ok. c'est une mort subite la finale, donc écoutez. Je suis mort. Bon, moi Subitement. aussi, mort subite, Allez, je dors. rapidité. Où est situé le siège de la fédération allemande de football? Stuttgart? Non, Gelsenkirchen. non. Bah, ça doit être une douille pour qu'il pose ce... Ah non, non, c'est pas une petite ville et tout, c'est un. Ah. Berlin. Non, Brême? non. Autant un truc. Hein. Tu veux jouer ou pas? Tu le sais? Non, je sais pas. Je vais dire au hasard, mais. Bah, dis le gros qu'on n'a pas dit, hein, si tu veux. Unique. Non. C'est un club qui a régulièrement croisé la route des clubs français ces dernières années en Coupe d'Europe. Francfort. Francfort. Oh. Kanto qui élimine Bruce. Ah, c'était la dernière? Mais oui. Je savais pas. Oh, le Qui fumier. élimine sur un petit point Non. géographique. Ouais, mais Kanto qui utilise le bonus, nous sommes 2 dans l'équipe pour la finale. Donc Bruce est repêché. Vamos. Alors, du coup, vous jouez tous les À deux deux contre contre un, Bruce. ouais. Ça te va, Yous? Oh, Allez. Du Bon, coup, on va mort quand même subite. perdre, mais bon. Mort subite. Il me faut la liste des champions du monde allemands 2014. Oh, Les 23 Allemands On va écrire. 2014. vas-y. Je vous laisse quelques secondes pour écrire. Forcément, cette équipe allemande qui avait emporté contre l'Argentine de Lionel Messi en finale sur un but d'un certain joueur, avec un match très très marquant, le 7-1 contre le Brésil en demi-finale. Victoire aussi contre les Bleus en quart au Maracana. Mais voilà, là, ça va être l'occasion de retrouver les 23 joueurs sélectionnés par Joachim Löw pour aller chercher le quatrième sacre de la Mannschaft du côté du Brésil. Et c'est vrai que la liste elle est sympa. Il y a quelques noms, faut être costaud pour s'en souvenir. Pas vous mentir. On va voir ce que ça donne pour vous. Allez. On va donner un petit avantage à Yous qui a terminé en tête. Messieurs, vous pouvez commencer. Bon, je te laisse dire. hein, Je vais dis donner n'importe, le- ouais. Attends, Ah. il commence, t'as terminé en tête. Oh, donc moi, vas-y. j'ai pas compris. Il y a un simple. Hein. Lui. Ton micro, Quentin. Pardon, Manuel Neuer. Manuel Neuer, c'est bon. Je vais citer celui qui a marqué contre l'équipe de France. Mats Hummels. Mats Hummels, c'est bon. On va prendre Mario Götze. Mario Götze, le fameux buteur de la finale, c'est bon. Miroslav Klose, qui a dépassé Ronaldo. Miroslav Klose qui a dépassé R9, c'est bon. Schürrle. André Schürrle en attaque, c'est bon. Alors à Chelsea. Toni Kroos. Toni Kroos, c'est évidemment bon. Dis n'importe, vas-y. Oui, C'est toi qui as gagné, donc dis n'importe. Dis le plus évident. Lukas Podolski. Lukas Podolski, c'est bon. Ah. Mesut Özil. Mesut Özil, c'est bon. Lui, je suis sûr qu'il y a une douille. Bah, dis un autre alors. C'était un doute. Jérôme Boateng. Jérôme Boateng, c'est bon. Sami Khedira. Sami Khedira, c'est bon. Putain, c'est celui que j'allais dire. Il était lui, non? Il me semble. Je me posais exactement la même question. Tente le coup, hein. Vas-y. Philippe Lam. Philippe Lam, bien sûr, capitaine, qui soulève Voilà. la coupe. Schweinsteiger. Schweinsteiger, pas encore dit, c'est bon. Je l'avais, ouais. C'est celui que j'avais. Alors attends, parce que maintenant, enfin, je me creuse un petit peu les méninges. Tac. Attends. Il était plus, lui? 2014. Non, il y a il était plus. Il était pas. Bah, il y avait Klose, hein. Donc lui, il y a moyen qu'il y soit. Bah, c'est pour ça que je te posais la question. Ouais, Mario Gomez. Mario Gomez, malheureusement, n'y est pas. Ouais. Putain, Yous, bah, tu bah, peux conclure. Thomas Müller. Thomas Müller. Putain, on n'a même pas dit Qui a Thomas peut-être Müller. C'est honteux, bravo. Bravo Yous, très belle victoire. Tu m'as pris mon Parmi les Khedira et mon oubliés, Schweinsteiger. Il y avait
Eric Dourme, il y avait Mustafi, Oh, wow. putain. Mertesacker. Ah, Mertesacker. Putain, Kevin Mustafi. Grosskreutz, Ah. Ginter, Weidenfeller, Ziller ou encore Putain, Christophe, Wanderfeller, on aurait pu le trouver en dernier Christophe remplaçant. Kramer. Ozil, vous l'aviez dit. Ouais. Ouais. C'est ça. En vrai, là, quand tu le dis, on les connaît tous, mais il y avait des noms qui n'étaient pas Voilà. si simples. Shkodran Mustafi, putain, c'est vrai. Ouais. Il était titu en plus à un moment. Latéral droit, ouais, je crois, Ouais. de mémoire. Mustafi. Ok, et bah écoute, merci Pipion pour ce quiz remporté encore une fois par Yous. Bravo Yous. Bien joué. Non, T'as été. Tu reviendras. Franchement, En vrai, vous avez- c'était franchement, serré. Vous avez dit Ouais, c'était 5-6 serré. noms. Ouais, J'en après, avais- Ah, on avait il pas m'a dit il Müller, m'a un on peu n'y avait piégé pas parce que pensé. les deux que j'avais gardés c'était Kedira et Schweinsteiger et quand il les a sortis je me suis dit putain il va falloir réfléchir maintenant j'ai pas l'habitude donc voilà merci Pipion pour Merci, ce quiz Quentin, merci merci. d'avoir été là Merci. Bruce, merci également à Yous. Nous juste on veut vous rappeler que cette émission sera disponible en replay sur YouTube. Elle est disponible également en podcast sur les diverses plateformes, que ce soit Spotify, Deezer. N'hésitez pas donc à aller les écouter, à aller liker sur YouTube la vidéo, à lâcher des commentaires également. Voilà, pour le référencement, vous savez que c'est ultra important pour nous, pour nous aider à développer au maximum cette émission. Nous, on vous donne rendez-vous demain, non pas à 23h, mais bel et bien à 21h, puisqu'on fera une petite viewing party. On va se regarder les deux matchs de 21h ensemble, en votre compagnie, puis on enchaînera derrière 23h avec une émission de débrief, où on débriefera les matchs de 18h, les matchs de 21h, le point bleu comme d'habitude, le Pronogate, et on commencera également à parler des matchs du lendemain puisque le match de l'équipe de France s'approche à grands pas face à la Pologne. En attendant, on vous souhaite une douce et excellente soirée. Merci d'avoir été avec nous. Bye bye. Salut. Ah